Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Même pas mal. Aujourd'hui, je reçois Julien Scanzi, gastro-entérologue, qui va venir nous parler de son métier, de ses métiers, devrais-je dire même. Et avec lui, on va aborder plein de sujets passionnants dans ce nouvel épisode. Julien, bonjour. Bonjour. Enchanté, c'est la première fois qu'on se rencontre. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Julien Scanzi, je suis un local de l'Étape, j'habite à côté de Clermont-Ferrand. J'approche de la quarantaine, là, c'est plus qu'une question de semaine. Et sinon, je suis gastro-entérologue. Donc depuis une petite quinzaine d'années, je dirais, peut-être un peu moins. Et donc je sais pas, je t'explique ce que c'est que la gastro-entérologie. C'est vrai que des fois, ça parle pas tout le monde. C'est quoi ça peut paraître, il y en a beaucoup. Alors en fait, c'est la spécialité médicale qui vise à traiter toutes les maladies du système digestif au sens large. Donc en fait, on s'occupe en gros du tube digestif, en gros qui va de la bouche à l'anus, qui comprend bien sûr l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, le côlon, mais également tout un tas d'autres organes qui touchent à la digestion au sens large, c'est le pancréas, le foie, les voies biliaires. Donc voilà, ça fait beaucoup d'organes différents, c'est très varié, et puis à la fois le côté consultation, réflexion, diagnostic, traitement, etc., puis le côté technique lié aux endoscopies. En fait, tout ce qui est fibroscopie de l'estomac, coloscopie, voire même des endoscopies dans les voies biliaires, voilà, c'est ce que font les gastro-entérologues. Donc la partie examen. Exactement. Okay. Donc ça fait 15 ans que tu travailles au CHU de Clermont-Ferrand. Oui, alors je travaille aussi, je travaille à l'hôpital de Thiers la plupart de mon temps et je fais une journée par semaine, voire un peu plus au CHU de Clermont-Ferrand. Je ne crois pas te dire de bêtises en disant que tu as fait de ton activité, enfin que tu as une spécialité, devrais-je dire, qui est le microbiote. Ouais, c'est ça, une spécialité, une passion, une petite expertise, on va dire, parce que je baigne un petit peu dedans depuis quelques années maintenant. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est quoi le microbiote? Alors, le microbiote, en fait, déjà, la base, c'est qu'en fait, on n'est pas simplement humain, on est microbien. Alors, ça peut paraître bête de dire ça, mais en fait, on héberge à peu près 40 000 milliards de micro-organismes, des bactéries, mais pas seulement. Il y a aussi des virus, des levures, des champignons. Qu'on héberge sur nous et en nous. Par exemple, sur notre peau, on a un microbiote cutané, dans notre bouche, un microbiote buccal, les femmes ont un microbiote vaginal, et on a tous un microbiote intestinal. Et en fait, la plupart de ces micro-organismes que j'ai cités vivent au sein de notre gros intestin, dans le côlon. Et ce microbiote intestinal, on le sait maintenant, il joue un rôle majeur sur notre santé. En fait, notre organisme fonctionne correctement lorsque le microbiote intestinal, notamment, est équilibré, riche, diversifié, et remplit tout un tas de fonctions. Voilà, c'est plus seulement nos cellules humaines qui font fonctionner notre organisme, mais on sait également que ces écosystèmes microbiens œuvrent en fait au quotidien pour qu'on reste en bonne santé. Du coup, on a plus de bactéries que de cellules? À peu près autant. Normalement, c'est à peu près au même niveau, le nombre de bactéries et le nombre de cellules. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand on regarde la génétique microbienne, si on prend tout l'ADN microbien, et ça fait à peu près 100 fois plus que notre ADN humain. Donc en fait, on est vraiment en grande partie microbien. Et donc, en fait, si on ne s'occupe pas de notre microbiote, de nos microbiotes au pluriel, même je dirais, c'est peut-être un peu dommage, on passe peut-être à côté de pas mal de choses. C'est surtout qu'on sait que si on le préserve moins, si on le laisse s'appauvrir, si on le détruit progressivement avec notre mode de vie par exemple, c'est plutôt propice à un vieillissement en moins bonne santé, voire carrément au développement de certaines maladies chroniques. Il y a énormément de maladies qui sont en train d'exploser actuellement, et on sait que la plupart de ces maladies ont un lien avec des anomalies du microbiote et que ce microbiote-là peut participer au développement de ces maladies ou à leur aggravation. J'ai même cru voir passer le fait que quand on parle de ces maladies en lien avec le microbiote, c'est pas forcément des maladies digestives ou du système digestif en fait. Exactement, quasiment toutes les maladies chroniques. Tout ce qui va être les maladies liées à un dérèglement du métabolisme énergétique, donc tout ce qui va être obésité, diabète, maladie du foie gras, certains cancers, notamment le cancer colorectal, mais d'autres cancers aussi. Et puis des maladies liées à un dérèglement du système immunitaire, par exemple c'est le cas des MICI, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, c'est le cas des allergies, de l'asthme, des maladies inflammatoires, des rhumatismes inflammatoires, des maladies de la peau comme le psoriasis. On sait que toutes ces maladies-là ont un lien avec des anomalies du microbiote, et c'est également le cas de maladies et de troubles de la santé mentale, alors anxiété, dépression, puis des maladies un peu plus complexes, plus dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Énormément des maladies chroniques actuelles ont un lien avec des anomalies du microbiote. Oui, puis des maladies dont on entend énormément parler dans les médias depuis de très nombreuses années, tu viens de les évoquer, comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Ça fait combien de temps qu'on sait que le microbiote pourrait avoir un lien plus ou moins important avec ce genre de maladie ?
Alors ça fait quelques années qu'on a découvert quelques liens entre les deux. Le problème, c'est que ça fait partie de ces maladies où les mécanismes impliquant le microbiote intestinal et la survenue de ce genre de maladie sont pas encore bien compris. Donc c'est pour ça qu'il faut rester très prudent. Bien sûr. Il y a beaucoup d'études qui montrent des liens qui sont faites chez l'animal, la souris, le rat, etc. Pour l'instant, chez l'homme, c'est toujours un peu plus complexe. Le microbiote semble jouer un rôle. Est-ce qu'il est prédominant ou non? On ne sait pas. Est-ce que pour l'instant, est-ce que ça pourrait déboucher sur des moyens de le dépister précocement, d'éviter que la maladie arrive, voire de ralentir l'évolution? Peut-être, mais pour l'instant, on est encore un petit peu dans le flou dans ces maladies. Bien sûr. Ça fait quelques temps maintenant qu'on voit passer de nombreux ouvrages, vidéos, contenus en général qui parlent du deuxième cerveau. T'en penses quoi, toi, en tant que pro? Alors, je suis l'un des premiers à dire que l'intestin, c'est quelque part un deuxième cerveau. Alors, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première, et on en parlait avant même de parler de microbiote, c'est que l'intestin, c'est le deuxième organe à avoir le plus de neurones dans notre organisme après le cerveau. Alors bien loin derrière, le cerveau c'est plusieurs milliards, voire plus de 10 milliards. L'intestin c'est plusieurs centaines de millions de neurones. Néanmoins, ça en fait, sur le nombre de neurones, un deuxième cerveau. Mais c'est surtout autre chose, c'est qu'en fait, ces neurones communiquent, ils participent à la connexion entre l'intestin et le cerveau. En fait, l'intestin et le cerveau communiquent en permanence. Le cerveau envoie des messages à l'intestin, et surtout l'intestin en envoie au cerveau. Et ça, c'était moins évident. Et donc, on parle maintenant d'axe cerveau-intestin, voire d'axe intestin-cerveau. Et ça, c'est une deuxième raison pour laquelle on parle de deuxième cerveau, et surtout pourquoi le microbiote, j'en ai pas encore parlé, c'est que le microbiote a la capacité, en tout cas certaines bactéries, de sécréter, de fabriquer des messagers chimiques, ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, et qui vont aller activer des neurones. Et donc, soit les bactéries sont capables de les fabriquer, soit elles vont réguler des cellules de l'organisme qui vont fabriquer ces neurotransmetteurs et donc activer des neurones et envoyer des messages au cerveau. Donc le microbiote participe activement à cette communication entre le cerveau et l'intestin. Et chez l'animal, ça va même plus loin, parce qu'on sait que, par exemple, une souris sans microbiote n'aura pas le même comportement qu'une souris avec un microbiote. Et si on modifie le microbiote de souris, et notamment à un certain moment dans leur petite enfance, on va dire, on va modifier leur comportement. Et par exemple, une souris génétiquement stressée, si on lui transfère le microbiote d'une souris plus zen, génétiquement, elle va devenir un peu moins stressée, être un peu plus zen. Donc en fait, voilà, chez la souris, en tout cas chez l'animal, le microbiote jouerait également un rôle sur leur comportement. Alors est-ce que c'est le cas chez l'humain? C'est un peu plus délicat à le démontrer, mais voilà, on pourrait imaginer que ce soit le cas, ne serait-ce qu'à minima. Oui, parce qu'il y a les dernières études sur le sujet, elles sont sorties très récemment. Je crois qu'il y a encore des résultats de 2025 sur le microbiote des souris, là. Ah bah, de toute façon, c'est exponentiel, c'est-à-dire que on n'est qu'au début de la recherche sur le microbiote intestinal, tout simplement parce qu'en fait, l'étude du microbiote, elle est possible avec des outils de séquençage à haut débit qu'on n'avait pas il y a 20 à 30 ans. Donc en fait, en gros, le gros de la recherche sur le microbiote a débuté il y a 10-15 ans. Donc là, il n'y a rien à l'échelle. Ce qui est rien à l'échelle, exactement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est au début, et chaque jour, il y a de plus en plus d'études sur les liens entre notre microbiote et notre santé, notre microbiote et notre comportement, notre bien-être, etc. Donc tu me fais une transition parfaite, là, c'est super, parce que on en est au début, c'est très prometteur, c'est passionnant, évidemment. Mais du coup, il faut quand même rester prudent, tu l'as dit. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs pour qu'ils ne se fassent pas avoir par ces vendeurs de rêves, peut-être, qui, en ayant vu passer le titre d'un article un peu aguicheur, s'en vont tout de suite faire de grandes théories, voire même baser des thérapies tout entières sur ce genre de choses. Ouais, alors ça, c'est quelque chose c'est un point crucial et assez complexe. C'est-à-dire, on vit dans un monde où tout va très vite. L'information va très vite, c'est-à-dire qu'avant, une information très scientifique, c'était dans le domaine de la science, et puis c'était transposé au grand public bien plus tard. Et là, à l'heure actuelle, on a tous connaissance en temps réel à tout ce qui se passe, si on sait chercher l'information. Et parfois, les médias nous vendent cette information, et parfois, des vendeurs, certains qui ont un business, en profitent aussi. Le truc, c'est que la recherche, et notamment en santé, elle prend du temps. Et en fait, le temps qu'une hypothèse devienne démontrée de façon très solide chez l'homme, on va dire qu'il y a 10-15 ans, quasiment irrévocable, c'est-à-dire qu'en fait, les grosses recherches mettent 4 à 5 ans, il en faut souvent plusieurs pour pouvoir vraiment démontrer quelque chose, et avant ça, en général, il y a eu des études chez l'animal, voire in vitro, etc. Donc en gros, c'est ça qui est un peu frustrant, quand on
Après, si on est par exemple atteint d'une maladie chronique et que la médecine traditionnelle peine à traiter correctement, c'est sûr qu'on va s'intéresser à cette problématique-là. On va essayer de chercher d'autres solutions. Et il suffit effectivement qu'on voit passer un titre avec voilà, une recherche qui a démontré qu'il a trouvé quelque chose chez l'animal, etc. Ou que quelqu'un aura dit voilà, on a trouvé ça, c'est bon. En fait, non, c'est pas bon. Il reste encore beaucoup d'étapes scientifiques avant que ça aboutisse aux soins courants. Et ça, c'est vrai que c'est frustrant parce que quand on est soi-même atteint d'une maladie chronique, qu'on se dégrade petit à petit, que la médecine n'a, entre guillemets, pas grand-chose à nous proposer pour aller mieux, c'est sûr que nous, c'est humain d'être ouvert à beaucoup et de vouloir tester d'autres choses. Malheureusement, et encore plus en France qu'ailleurs, la science avance prudemment. Évidemment. Non, bien sûr, le problème là, de ce côté-là, c'est pas qu'un être humain cherche à aller mieux, hein, bien sûr, mais c'est qu'on utilise parfois de simples théories et qu'on en fasse des vérités, quoi. C'est ça qui est dommage. Et donc c'est pour ça, c'est un point où ce que tu soulèves est aussi très important dans le microbiote, parce qu'on serait tenté de dire que tout microbiote, tous les problèmes et toutes les solutions viennent du microbiote et que ça y est, on a trouvé quelque chose, on va tout guérir, on va sauver tout le monde. Et c'est plus complexe que ça. Alors, moi, je suis le premier à dire qu'il y a beaucoup de choses dans notre santé qui est liée en partie à l'état du microbiote, et donc que préserver ce microbiote, améliorer le microbiote sera forcément bien pour la suite. Mais voilà, il faut se méfier. On va pas, pour l'instant, on n'est pas capable de tout traiter avec ça. Bien sûr. Et il n'y a pas que ça. Enfin voilà, on est microbien, on est humain, et c'est en fait l'ensemble des deux qui est assez complexe. C'est c'est le dialogue entre le microbien et l'humain qui est pas forcément facile à comprendre et qui est très différent d'une personne à une autre. Bien sûr. On est tous très différents humainement. On a des ADN très différents, en dehors des gens d'une même famille, etc. Mais après, il y a le microbien qui, en plus de ça, est différent. Puis le microbien évolue chaque jour en fonction de notre vie. Enfin voilà. Et c'est cette symbiose, cette cohabitation entre l'humain et le microbien qui est très complexe. Et passionnante. Et alors, j'enchaîne avec une question qui va mener à une autre après. Est-ce que c'est vrai qu'on hérite, en partie au moins, peut-être plus, du microbiote de sa mère lors de l'accouchement, par contact, en fait, avec les matières fécales, en fait, de sa mère, tout simplement? Est-ce que c'est vrai, ça? Tout à fait. Alors, c'est vrai. Alors, on hérite d'une petite partie, effectivement, du microbiote de sa maman, et notamment lorsqu'on a la chance, entre guillemets, de naître par voie basse. Oui, évidemment, bien sûr. On a, à la sortie du bébé, au moment où le microbiote commence à se former, on a ce contact avec la flore vaginale et la flore fécale de la maman. C'est pas pour rien si naturellement il y a parfois un peu de caca lors de l'accouchement. C'est aussi un premier contact entre le bébé et la flore fécale de la maman, la flore, le microbiote intestinal de la maman. Et c'est vrai qu'on sait aussi que les bébés qui naissent par césarienne n'ont entre guillemets pas cette chance-là, vont être privés un petit peu de ce contact-là, et vont naître dans un environnement vraiment stérile, et avoir comme premier contact de la maman ou du papa le peau à peau. Et donc, le microbiote va se développer à partir du microbiote cutané, du microbiote de la peau de la maman, le microbiote de la peau du papa. Et donc, pendant les premiers mois, premières années de vie, le microbiote sera un peu différent. Il sera un petit peu plus fragile que le microbiote d'un bébé né par voie basse. Et on sait que ça augmente légèrement certains risques, notamment d'asthme, d'allergie, un petit peu de diabète, d'obésité. Voilà, il y a quelques risques qui sont légèrement augmentés lorsqu'il y a une naissance par césarienne du fait de l'absence de contact avec cette flore vaginale et fécale de la maman qui semble un petit peu protectrice. Et il n'y a pas de solution à ça aujourd'hui? Alors il n'y a pas de solution, non, enfin qu'on fait en pratique courante, non. Il y a il y a une technique une procédure qui s'appelle l'ensemencement vaginal, le vaginal seeding en anglais, qui consiste en fait à mettre un petit linge ou des compresses dans le vagin de la maman avant l'accouchement par césarienne, et une fois le bébé né par césarienne, on pourra envelopper le bébé de ce linge, le faire tétouiller un petit peu, et auquel cas, il y aura un premier contact quand même, le bébé avec le microbiote vaginal de la maman. Mais ce que montrent aussi les études, c'est que malgré tout, ça ne compense pas le manque de microbiote fécal de la maman qu'il y a souvent au niveau du périnée. Et donc il y a même une étude qui a été faite, il faut rester très prudent, là c'est une seule étude chez l'homme faite je crois sur 7 bébés, qui montre que lorsque à la naissance, lors du premier repas, on fait téter un tout petit peu d'une solution qui contient le microbiote fécal de la maman, là pour le coup quand on regarde le microbiote du bébé à 1 mois, 3 mois, 6 mois,
on voit très peu de différence avec celui d'un bébé né par voie basse. Donc il y a une bonne piste peut-être. Il y a une piste, mais pour l'instant on est très loin d'une application, on va dire, chez tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes ces mamans qui n'ont pas le choix de la césarienne, pour pas que notre discours soit non plus culpabilisant. Surtout pas que ce soit culpabilisant. En général, la césarienne en France, le plus souvent on la subit, c'est pas un choix de la maman. Oui. Pas encore, en France on a de la chance, mais il y a des pays qui sont au-delà des 50 à 60% de naissances par césarienne. C'est le cas du Brésil, de l'Équateur, et les projections montrent que d'ici une dizaine d'années, il y aura énormément d'autres pays, et notamment le sud-est asiatique, qui auront dépassé les 50 à 60% de naissances par césarienne. Donc là on sera bien au-delà d'indications médicales, on sera sur des fois de la césarienne de confort, et donc ce sera important de sensibiliser tout le monde à ces petits risques-là. Néanmoins, lorsqu'on est né par césarienne ou lorsqu'on donne naissance par césarienne, le risque, même s'il y a une augmentation de risque, il est minime, c'est-à-dire que dans ces maladies que j'ai citées, c'est environ 10 à 15% maximum de sur-risque supplémentaire par rapport à un bébé qui serait né par voie basse. Donc le risque, il est minime, et si jamais en fait, alors le meilleur moyen après de rétablir un microbiote, on va dire le plus simple possible, c'est d'essayer d'allaiter. Et si jamais il n'y a pas d'allaitement derrière, c'est de tout faire ensuite dans la vie du bébé pour que l'hygiène de vie, le mode de vie, l'environnement soit le plus respectueux du microbiote, on va dire. Donc éviter un environnement trop stérile, avoir une bonne diversification alimentaire, introduire assez vite des fibres, potentiellement donner des probiotiques. Je dis potentiellement parce que les études pour l'instant ne montrent pas de bénéfices absolus, mais ça pourrait, compenser un petit peu. En tout cas, il y a quelques petites pistes, et surtout, c'est un sujet qui est vraiment à l'étude à l'heure actuelle. Donc il y a beaucoup de scientifiques qui se posent sur cette question, beaucoup d'obstétriciens, de pédiatres, etc., qui réfléchissent à ça, pour que peut-être trouver après, on va dire, des solutions un petit peu grand public, pour essayer de compenser tout ça. Mais voilà, pour rassurer les mamans qui auraient donné naissance par césarienne, c'est absolument pas un drame. La plupart des bébés qui sont nés par césarienne sont en excellente santé par la suite. Voilà. Des exemples vivants. Ok, bon, parfait. Mais du coup, moi, ce qui me fait peur, en fait, j'aime bien en parler, parce que ce qui me fait peur, c'est surtout l'évolution que ça prend. Voilà. D'ici 10-20 ans, d'un point de vue à l'échelle mondiale, et si on raisonne en termes de génération d'enfants, qui seront un petit peu plus fragiles dans leur petite enfance. C'est ça qui est, voilà. À l'échelle individuelle, il n'y a pas de risque comme ça. Mais c'est à l'échelle d'une population. C'est culturel, du coup? Pourquoi? Alors, il y a une partie culturelle, parce que, tout simplement, je pense que pour l'image du corps, c'est quelque chose d'important à l'heure actuelle, beaucoup pour la femme aussi. On sait qu'une naissance par voie basse, ça peut altérer le périnée d'une maman. Donc, il y a peut-être cette peur-là de la maman d'être déformée, de se dire c'est une solution de facilité, voilà, une petite intervention, tout va bien se passer, et puis en plus ça va être programmé, etc. Pour l'obstétricien, il y a aussi le fait que ce soit programmé, etc. Vu qu'il y a de moins en moins de médecins, y compris d'obstétriciens, donc c'est toujours plus facile de prévoir un petit peu, de programmer les choses. Et donc voilà, à l'échelle mondiale, c'est quelque chose qui est vraiment en train d'augmenter de façon exponentielle. Du coup, ça m'emmène à la deuxième question à laquelle je pense. On fait des transplantations, des greffes aujourd'hui, fécales. Et je crois que tu connais un peu le sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors en fait, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au microbiote. Okay. J'ai été l'un des premiers Français, je crois que c'est en 2013, à faire une transplantation fécale, parce qu'il y avait une grosse étude qui venait juste d'être publiée et qui montrait que cette procédure-là faisait mieux que l'antibiothérapie de référence pour des patients qui souffraient d'une infection à une bactérie qu'on appelait Clostridium difficile. Et en fait, donc la transplantation fécale, en gros, c'est quoi? C'est transférer les selles de quelqu'un, donc le microbiote de quelqu'un, à donc quelqu'un jugé sain, un adulte parfaitement sain, qu'on va bien sûr tester, analyser. Il y a de nombreuses prises de sang, analyses de sel, des questionnaires de santé, etc. C'est assez drastique la sélection d'un donneur. Et une fois qu'on a trouvé ce donneur, on va transférer ces selles à un patient malade porteur d'une dysbiose, donc un déséquilibre profond du microbiote intestinal, pour rééquilibrer son microbiote et le guérir de certaines maladies, et notamment de cette infection à cette bactérie Clostridium difficile. Et donc moi, cette patiente-là, ça faisait 8 mois qu'elle allait d'hôpital en hôpital, elle était à 2 doigts de mourir en fait de cette infection, parce que les antibiotiques ne marchaient plus. Et l'étude venait d'être publiée, et donc on a tenté de faire la même chose. Et donc on a pris à l'époque, c'était les selles de son fils,
Et quelques jours après, voilà, il n'y avait plus d'infection. Une semaine après, elle est rentrée à la maison et 3 mois plus tard, elle avait retrouvé quasiment son état d'avant ces infections-là. Et donc je me suis dit, c'est quand même incroyable, on vient de guérir et peut-être même de sauver quelqu'un simplement en transférant le microbiote, en transférant les selles de quelqu'un de sain. Et donc c'est ça qui m'a vraiment poussé, je me dis c'est incroyable ce microbiote, les pouvoirs, voilà, pouvoirs de guérison chez certains. Et donc je m'y suis intéressé, et puis de nombreux, je ne suis pas le seul, hein, Oui. énormément de scientifiques s'y intéressent, énormément d'équipes médicales s'y intéressent. Et voilà, c'est ça qui est passionnant. Donc depuis, donc au début c'était un peu entre guillemets expérimental, mais depuis l'année qui a suivi, toutes les sociétés savantes ont recommandé cette procédure comme étant le traitement de référence le plus efficace dans ce cas d'infection récidivante à cette bactérie. Donc on le fait à l'heure actuelle, on va dire qu'en France, on fait quelques centaines de transplantations fécales par an dans cette indication, et on en fait également dans d'autres indications, mais dans le cadre de la recherche clinique. C'est ça qui est très important. Bien sûr. C'est que même si je suis l'un des premiers à dire que le microbiote a un impact dans notre santé et dans telle ou telle maladie, pour l'instant, voilà, on ne fait pas de transplantation fécale dans d'autres maladies en dehors d'essais cliniques, de protocoles vraiment en cours. Du coup, Julien, tu es aussi, et tu te définis, si je ne dis pas de bêtises, comme un influenceur. Tu es créateur de contenu, auteur aussi, on reparlera à la fin notamment de 2 livres que tu as écrits. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie-là de ta vie en tant qu'influenceur, que créateur de contenu? Qu'est-ce qui t'a mené à ça? Comment t'as commencé? Pourquoi? En fait, c'est un petit peu ce que je raconte là. Vous voyez, du coup, je suis passionné, ça concerne tout le monde. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en baignant dans le microbiote, dans les études qui sortaient chaque jour, je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, notre santé, elle est liée, au moins en partie, à l'état de notre microbiote. Sauf que personne n'est au courant de ce microbiote. On a vaguement entendu parler de la flore intestinale, que voilà, les yaourts au ferment lactique, c'est peut-être bien pour ça. Mais on n'en sait pas bien plus. Et en fait, moi, j'avais accès à ces connaissances, et je me dis, c'est la santé de tout le monde qui est en jeu. Moi, je vois tous les jours des malades en tant que gastro-entérologue qui ont des problèmes digestifs, qui ont des problèmes intestinaux, et qui ont même d'autres problèmes qui sont liés, au moins en partie, à leur microbiote intestinal. Et il faudrait, ce serait peut-être pas mal de sensibiliser à une plus large échelle les gens sur ce microbiote intestinal, en quoi ça joue un rôle important sur leur santé et comment essayer d'en prendre soin. Pour éviter qu'un jour il déboule dans ma consultation en disant bah voilà, je suis ballonné tout le temps, j'ai mal au ventre, mon transit ça va plus du tout, je tolère plus aucun aliment, aucune fibre, etc. Et bien souvent les dégâts sont déjà assez importants et derrière c'est un petit peu difficile, on rame un petit peu pour soulager les gens, et donc l'idée c'était plutôt de faire de la prévention. Et c'est vrai qu'en France on commence à s'y mettre, on a un petit peu de retard sur la prévention. C'est toujours plus facile de prévenir que de guérir. Et donc l'idée c'était un petit peu ça. Donc en fait ça a commencé par, j'ai voulu écrire un livre grand public justement pour mettre les connaissances que moi j'avais et les mettre à la portée de tous. En 2022, je crois. C'est ça, il est sorti en 2022, mais j'étais déjà dessus un petit peu avant. Donc ce premier livre qui est sorti en 2022, Incroyable microbiote. C'est ça, Incroyable microbiote aux éditions Le Duc. Du coup, l'idée c'était vraiment de transmettre mes connaissances à un assez grand public pour faire de la prévention et que chacun prenne conscience du fait qu'ils étaient microbiens et qu'il fallait préserver un petit peu la biodiversité microbienne. On entend beaucoup parler de... Alors ça j'ai un rapprochement avec l'écologie, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus parce qu'il y a il y a un enjeu, un enjeu pour l'humanité, pour la planète et pour l'humanité. Et en fait, les mêmes choses qui ont fait qu'on a détruit de la biodiversité animale et environnementale, on a également détruit la biodiversité microbienne. Et donc, c'est pour ça que, même si notre espérance de vie a augmenté ces dernières décennies avec plein d'autres choses, notamment la vaccination, les antibiotiques, etc., à l'inverse, on a quand même une augmentation de maladies chroniques, dites de civilisation, qui sont en partie en lien avec notre microbiote et en partie en lien avec notre mode de vie, qui n'est pas si favorable que ça pour la biodiversité dans l'ensemble. Donc en fait, l'idée, c'était surtout de transmettre des connaissances, de sensibiliser les gens. Après, je me suis dit, si j'écris un livre, mais que personne ne le lit, donc ça n'aura pas servi à grand chose. Donc en fait, l'idée c'était de faire connaître le livre, et je me suis dit que si je pouvais pas moi-même me faire passer au JT de TF1 ou être sur les journaux, j'avais la possibilité de me mettre sur les réseaux et du coup de parler via les réseaux, de transmettre aussi de l'information. Donc au début c'était beaucoup, je me suis mis sur les réseaux
d'abord LinkedIn, puis ensuite Instagram, pour parler de mon livre et pour parler du contenu de mon livre. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'au-delà de faire connaître mon livre, c'était surtout un autre canal de communication et une autre façon, un autre média, un autre moyen d'apporter de l'information. Et donc la plupart des gens qui me suivent ne liront pas mon livre. C'est dommage d'un côté, mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même accès au même type d'informations parce que j'essaye d'enrichir régulièrement le contenu avec les choses que j'ai dans mes livres, les précédents, les futurs, etc. et de faire vivre un peu tout ça au fur et à mesure des avancées de la science. C'est ça qui est sympa. C'est vrai que du coup, les réseaux sociaux ont au moins cet avantage-là de donner la parole en fait à tout le monde et de permettre de faire passer de l'information. Donc là, ça fait 3 ans maintenant que tu fais ça ? Peut-être plus, non ? Non, un peu moins. Alors, un peu moins. Sur Insta, ça fait pile 2 ans. Ok. C'était avril, c'est avril 2023. Je me suis mis sur. Et j'imagine aussi, toi, en tant que médecin, faire ça, c'est peut-être aussi le moyen d'aérer un petit peu ton esprit, de diversifier un peu ton activité, parce que ton métier, il est passionnant, mais c'est pas un métier facile que tu fais. J'imagine que tu dois t'y retrouver peut-être un peu là-dedans. Ouais, alors je m'y retrouve. Alors c'est mon côté hyperactif qui se retrouve dans le côté stimulant de faire plein d'activités différentes. Et donc effectivement, mon activité entre guillemets d'influenceur, de créateur de contenu, c'est quelque chose différent de ce que je fais à l'hôpital, du soin, de la prévention. Mais c'est vrai que là du coup, c'est différent. Donc c'est chouette parce que voilà, moi, j'aime bien faire plein de choses différentes. Mais par contre, je suis pas sûr que ça m'aère beaucoup le cerveau dans le sens où c'est beaucoup de travail. Ouais. Et en fait, le temps que je passe à faire ça, je pourrais passer à faire des loisirs. C'est vrai que depuis 2-3 ans, on va dire que j'ai pas eu beaucoup de loisirs. Donc mon temps, c'est vraiment ma famille, mes enfants, et puis après les réseaux sociaux et ce que je fais. Voilà, donc je pense que c'est quand même quelques sacrifices, notamment sur les loisirs. Mais par contre, je suis satisfait. Voilà, j'ai ce côté hyperactif qui est satisfait de toutes ces activités variées. C'est épanouissant, quoi. C'est assez épanouissant. C'est l'ensemble. Voilà, c'est vrai que moi j'ai plusieurs métiers entre guillemets. C'est ça qui est chouette. Déjà, le métier de gastro-entérologue, c'est un métier qui est très varié parce qu'il y a le côté consultation et puis les maladies du foie sont différentes des maladies de l'intestin. Et puis il y a aussi les endoscopies, des actes un peu techniques où effectivement c'est un peu différent. Voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai au blog, je mets de la musique, on travaille d'une autre façon qu'en consultation. C'est un petit peu voilà. Donc mon métier a plein de facettes et c'est ça qui est sympa. Puis ça me donne aussi l'opportunité de faire des rencontres, de discuter avec des gens passionnés et passionnants dans le milieu de la santé, de la prévention, de la nutrition, etc. Donc c'est ça qui est sympa aussi. Et tu as écrit un 2e livre, je crois. Coécrit, pardon, qui nous donne des recettes pour finalement entretenir notre microbiote. C'est ça, exactement. L'idée c'était, autant le premier, je donnais beaucoup d'informations sur ce que c'était que le microbiote, les rôles qu'il jouait dans notre santé et donner quelques aspects de comment essayer de chouchouter un petit peu, mais je rentrais pas trop dans les détails. Et le deuxième, il est plus pratico-pratique, c'est vraiment une sorte de guide pratique de pourquoi chouchouter son microbiote et comment faire en pratique. Et du coup, c'est là où je dis que je l'ai coécrit, c'est que je me suis fait aider d'une diététicienne qui est Claire Traumenschlager, qui est connue sur les réseaux sociaux sous Claire Happy Diet, et d'une experte en fermentation qui s'appelle Andrea Decodin, et donc qui ont fait toutes les deux une partie avec des recettes riches en fibres et une partie sur la fermentation, puisqu'en gros, dans notre alimentation, on va dire ce qui permet le plus de chouchouter notre microbiote, c'est les fibres alimentaires qui vont venir nourrir nos bonnes bactéries qu'on va retrouver dans tout ce qui est végétal, enfin fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, etc. Donc là, l'idée, c'était de donner des recettes pour intégrer ça un peu plus au quotidien. Et puis les aliments fermentés qui sont en quelque sorte des probiotiques naturels. En fait, quand on va manger ou boire des aliments fermentés, on va ingérer des micro-organismes, des bactéries, des levures qui sont potentiellement bénéfiques pour notre santé et qui vont venir enrichir notre microbiote. Je dis des bêtises peut-être parce que j'y connais pas grand-chose, mais tout ce qui est kéfir, kombucha, ce genre de choses. Exactement, kéfir, kombucha, voilà. Mais après, il y a aussi yaourt nature, certains fromages, etc. Mais bon, kéfir, kombucha, dont on entend le plus parler, ce sont des boissons qui sont plutôt bénéfiques pour notre microbiote et potentiellement pour notre santé. Donc voilà, l'idée c'était de remettre une alimentation plus saine, plus variée, plus vivante dans un monde où on a vite fait de consommer beaucoup de l'industriel ultra transformé, bourré d'additifs. Bien sûr. Et ça, on sait que c'est pas terrible pour le microbiote et puis pour notre santé en général. En général. Du coup, j'aimerais te poser une question. C'est est-ce que tu aurais un conseil, une astuce à donner à nos auditeurs et auditrices pour jauger de la fiabilité d'une information concernant le microbiote?
parce que nous sommes, tu nous l'as dit, déjà inondés d'informations. Il est parfois difficile de faire le tri. Est-ce que toi, en tant que professionnel, tu aurais un conseil à donner ? Alors c'est une question difficile, mais je pense qu'en fait c'est l'une des principales questions à se poser dans un monde où on est, comme tu l'as dit, inondé d'informations. Alors je pense que cette question, elle est, sur le microbiote, elle est valable pour tous les sujets en fait. D'essayer, la première chose, c'est la source. Alors, ça tombe bien, je trouve que c'est le nom du média, mais la source, c'est d'essayer d'identifier la source, savoir qui fait passer l'information, d'où ça vient, si c'est tiré d'un journal, d'une revue, est-ce que c'est un journal ou une revue fiable ? Est-ce que c'est une étude qui vient de montrer quelque chose ? Si c'est l'étude qui est une étude faite chez la souris, l'animal, c'est bien sûr à prendre avec précaution. Si c'est une étude chez l'homme, il y a des études qui sont de très bonne qualité, d'autres de moins bonne qualité. Donc c'est déjà d'essayer de vérifier la source, qui c'est qui en parle, est-ce que c'est quelqu'un qui est fiable ou non ? Est-ce que c'est quelqu'un qui derrière va profiter de cet effet d'annonce et de cette information pour vendre quelque chose derrière ? Est-ce qu'il y a un business qui est lié à l'information dont il est question ? Oui, il faudra forcément un peu plus se méfier, mais ça c'est valable un petit peu pour tout type d'information. Voilà, en tout cas, si vous me suivez, moi, l'idée, c'est... Moi, j'essaye de faire attention et de vérifier un maximum les informations. Bien sûr, on est dans un domaine où la santé, la médecine, la science n'échappe pas au fait que certaines choses dont on pense être sûr, à un moment donné, l'inverse sera potentiellement démontré ou ce sera potentiellement affirmé quelques années plus tard. Donc, il faut quand même rester prudent, essayer d'être nuancé, etc. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on est dans un monde où tout va très vite, où on a vite fait de prendre pour comptant une information souvent sortie du contexte. Parfois, c'est juste un gros titre qu'on voit, et puis derrière, on y va, c'est des commentaires, et puis en fait, on aura totalement oublié 99% de l'étude ou de l'article qui était parfois bien plus nuancé que l'information qui sera ressortie sur le gros titre. Donc après, on peut s'aider aussi maintenant, voilà, l'intelligence artificielle peut être une aide aussi pour vérifier de l'information, pour critiquer un article, parce qu'il est capable, c'est quelque chose que nous on apprend en médecine, mais qui est quelque chose d'assez difficile, d'être capable de critiquer un article scientifique en anglais. Ouais. Donc c'est un métier à part entière. Exactement. Donc voilà, soit on est capable de vérifier l'information, de la sourcer, soit on peut éventuellement s'aider de l'IA, pourquoi pas, sur une information donnée pour savoir si c'est fiable ou pas. Avant qu'on termine, Julien, est-ce que tu aurais une petite recommandation culturelle à faire à nos auditeurs ? Une musique, un livre, un jeu que tu voudrais partager ? Alors sur des trucs que je suis en ce moment, par exemple. Par exemple, ouais. Alors c'est vrai que moi je suis très développement personnel, j'essaie aussi de prendre soin de moi, d'essayer de mieux m'organiser, d'essayer aussi de vieillir en meilleure santé possible. J'ai dit au tout début que j'approche de la quarantaine, donc c'est peut-être ça aussi. Mais là en ce moment je suis à fond sur Major Mouvement, Greg, tout ce que fait Greg, que ce soit ses bouquins ou aussi ses podcasts de prévention. Donc j'ai découvert récemment son podcast de prévention, aligné et réaligné. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup en termes de santé et de bien-être. En tout cas moi je trouve que ça m'apporte pas mal. Donc ça peut permettre de faire découvrir ça à des auditeurs. Okay. En plus de votre podcast, bien sûr, je pense que c'est complémentaire, mais je pense que du coup l'idée c'est pareil. Je pense que les deux sont des podcasts en mode santé, prévention. Donc voilà, moi je pense que quitte à prendre un peu de temps sur un trajet, c'est bien d'écouter des choses dans le but de prendre aussi un peu soin de ça. C'est vrai qu'on vit à 1000 à l'heure et on ne prend pas assez soin de soi. Ouais. Voilà, donc surtout quand on a un métier très prenant, des enfants très prenants. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut arriver à essayer de reprendre un peu soin de soi, et c'est ce genre de podcast, ce que fait en tout cas Greg, je trouve que c'est chouette. Donc bon, voilà. Eh ben super, merci beaucoup. Julien, merci. C'est avec plaisir. Passionnant. Je vous invite vraiment à suivre les travaux de Julien sur LinkedIn, Insta, YouTube. Non, alors je suis pas sur YouTube. On trouve quelques vidéos de moi, mais je suis pas encore mis sur YouTube. Okay. Principalement Instagram pour du grand public, et puis LinkedIn un poil plus professionnel, se rapproche de la médecine, de la santé, de la nutrition, mais en général les contenus sont à peu près semblables. Et où est-ce qu'on peut trouver tes 2 livres ? Normalement partout en librairie. Normalement partout. Okay. Et puis sur des plateformes internet, mais je préfère que ce soit dans les librairies de quartier. Ouais. Et puis s'ils l'ont pas, faites-le commander, normalement ça devrait se faire. Bon, Julien Scanzi, encore merci vraiment de nous avoir offert de ton temps pour parler de ces sujets qui nous passionnent. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Même pas mal.